C'est l'histoire d'une terre revendiquée par deux peuples. La bataille de Palestine a déchaîné les passions arabes. Et d'un conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis des décennies. Dès sa création, l'implantation d'Israël crée des tensions. Les pays arabes refusent de reconnaître son existence et exigent la création d'un État palestinien. Pourtant, cette opposition s'est progressivement fracturée. Certains ont fait la paix avec Israël et normalisé leurs relations. En 2023, un vieil ennemi a même failli changer de camp. Et puis... Le 7 octobre 2023, des combattants du Hamas attaquent Israël. En riposte, l'armée bombarde et envahit la bande de Gaza. Cette nouvelle guerre se répercute partout dans le monde et bouscule les nouveaux équilibres de la région. La question est, pourquoi le Moyen-Orient dépend-il autant de ce qui se passe ici ? Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine de ce conflit. Voici la Palestine. Au début du XXe siècle, de nombreux Juifs viennent s'y installer. À force, des conflits éclatent avec les populations locales. Les Nations Unies proposent alors de séparer le territoire en deux États. Ce plan est adopté par la majorité de la jeune assemblée. Mais dans les pays arabes et orientaux, l'opposition est ferme. Quelques heures après sa déclaration d'indépendance, une coalition arabe envahit le nouvel État hébreu. Les armées irakiennes se sont mises en marche pour porter secours à leurs frères de race aux prises avec les Juifs. Israël gagne cette guerre et élargit son territoire au-delà des frontières prévues par l'ONU. La Transjordanie s'empare de la Cisjordanie et le projet d'État palestinien est tué dans l'œuf. Plus de 700 000 civils sont chassés de leurs terres. Un exode baptisé Nakba, la catastrophe. C'est un élément absolument structurant de l'identité arabe. Chaque famille arabe a grandi dans l'évocation de la Nakba. Du point de vue de la population arabe, le soutien à la cause palestinienne, il est automatique, il est spontané. Pendant des décennies, les pays arabes s'opposent formellement à Israël. Pour leurs dirigeants, souvent issus de coups d'État ou de familles régnantes, la cause palestinienne est aussi un réservoir de légitimité. Plusieurs guerres éclatent, mais Israël continue d'étendre son territoire. Alors, en 1967, les pays de la Ligue arabe signent la déclaration de Khartoum. Ils y définissent la règle des trois non. Aucune paix avec Israël, aucune reconnaissance d'Israël, aucune négociation avec Israël. Les droits du peuple palestinien sont au cœur de ce texte et les pays arabes font bloc. Du moins, c'est la version officielle. Car en coulisses, les rapports entre Israël et le monde arabe sont plus nuancés. Il ne faut pas imaginer qu'il y a eu un front absolument uni, extrêmement solide face à Israël. Très très vite, les pays arabes ont cherché à jouer chacun dans leur coin leur propre jeu, leur propre intérêt. Malgré un boycott de façade, certains ont des discussions secrètes avec Israël. Mais en 1978, un premier rapprochement est officiellement assumé. L'Égypte annonce la paix avec l'État hébreu. En 30 ans, 3 guerres les ont opposées. 3 fois, l'Égypte a perdu. Cet accord lui permet de récupérer le Sinaï, occupé par Israël depuis plus de 10 ans. These two leaders found the resources within them to keep the chances for peace alive. Le président égyptien est le premier dirigeant arabe à reconnaître officiellement l'État hébreu. Et ce retournement fissure le front historique. Les pays de la Ligue lui reprochent d'avoir obtenu trop peu de garanties pour les Palestiniens et l'Égypte se retrouve isolée pendant plus d'une décennie. Au cœur de cet accord, il y a aussi les États-Unis. En pleine guerre froide, ils développent une alliance privilégiée avec Israël et cherchent à étendre leur influence dans la région.
Quelques années plus tard, ils sont à nouveau impliqués dans la paix avec la Jordanie. Pour Israël, ces accords sont une victoire. Ils lui permettent d'apaiser les tensions à ses frontières sans devoir céder sur la question palestinienne. Le front arabe s'érode aux yeux de tous, mais en parallèle, un nouvel ennemi apparaît. De l'autre côté du Moyen-Orient, l'Iran est secoué par une révolution. Son dirigeant, un allié des États-Unis et donc d'Israël, est renversé. À sa place, une république islamique prend le pouvoir. Elle défend fermement la cause palestinienne, annule la reconnaissance d'Israël par l'Iran et fait de l'État hébreu son ennemi juré. We are against Israel and we will never help Israel. Au fil des ans, le régime s'allie à des gouvernements et des milices armées unis dans leur opposition à l'État hébreu. Un réseau qu'il baptisera plus tard l'Axe de la résistance. Un de ces groupes est le Hezbollah, une organisation politique et militaire située au Liban qui, depuis les années 2000, s'accroche régulièrement avec les forces israéliennes. Cet axe crée un pont terrestre jusqu'aux frontières de l'État hébreu et le maintient sous pression. Mais il permet aussi à l'Iran de se positionner comme leader régional, notamment auprès de ses alliés chiites, un des grands courants de l'islam. Et ça ne plaît pas à tout le monde. L'Arabie saoudite, chef de file du sunnisme, l'autre grande branche de l'islam, se verrait également leader de la région. Une guerre froide naît entre les deux blocs et participe à diviser le front contre Israël. Depuis 1973, plus aucun pays ne combat directement l'État hébreu. Sa supériorité militaire est actée. La lutte armée est récupérée par des groupes paramilitaires, comme le Hezbollah ou le Hamas. Du côté des États arabes, le boycott reste la norme, même si dès les années 80, ils proposent des plans de paix en échange d'un État pour les Palestiniens. Des initiatives systématiquement rejetées par l'État hébreu. Les échecs diplomatiques s'accumulent et certains commencent à s'impatienter. C'est le cas des pays du Golfe, qui réfléchissent au développement de leur économie après l'ère du pétrole. Ils investissent dans le tourisme, les technologies, la finance, des projets qui nécessitent l'apaisement de la région et des investissements étrangers. Et ça, Israël et les États-Unis l'ont bien compris. En 2020, la région amorce un virage historique. Les Émirats arabes unis et Bahreïn signent les accords d'Abraham. Ils décident de mener leur diplomatie de manière totalement indépendante, totalement autonome, et donc ils décident de rompre avec le consensus arabe sur la question palestinienne. Les deux États reconnaissent officiellement Israël et développent des nouvelles relations économiques. Ils lui achètent notamment du matériel militaire, très utile pour se protéger de l'Iran. Quelques mois plus tard, le Soudan rejoint ces accords, suivi par le Maroc qui obtient en échange la reconnaissance par Israël et les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental. L'État palestinien n'est plus la condition préalable à toute discussion avec Israël et l'autorité palestinienne dénonce une trahison. De son côté, Israël renforce un axe d'alliance et se protège un peu plus de l'Iran. Mais une pièce manque encore à son puzzle, et pas des moindres. Le véritable trophée, ce serait d'arriver à décrocher la normalisation avec l'Arabie saoudite. C'est une autre paire de manches. C'est le pays qui héberge les deux mosquées les plus sacrées pour la foi musulmane. Donc il est tenu, sur cette question de la normalisation avec Israël, d'avancer de manière extrêmement prudente. Pourtant, le prince héritier semble vouloir se rapprocher. Lui aussi développe son économie en vue de l'après-pétrole et a besoin d'apaisement. En mars 2023, la Chine facilite la signature d'un accord avec l'Iran. Et durant l'été, il intensifie les discussions avec Israël et les États-Unis. If you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. We gotta see how it goes. Concessions Israel would have to give the Palestinians
what would that look like? That's part of the negotiation. Yeah, I don't want to describe things because I want to see really a good life for the Palestinians. So I want just to continue the negotiation with the Biden administration to be sure. Le 7 octobre 2023, une attaque du Hamas déclenche une nouvelle guerre dans la bande de Gaza. La violence des affrontements menace d'embraser l'ensemble de la région. En Égypte et en Jordanie, la rue se mobilise et soutient la cause palestinienne. Au nord, le Hezbollah lance plusieurs attaques et son dirigeant agite la menace d'une guerre totale. L'Iran rappelle son soutien historique à la cause palestinienne, pointe la trahison des pays sunnites, mais ne semble pas vouloir s'engager militairement. Quant à l'Arabie saoudite, le prince héritier gèle les discussions avec Israël. Le conflit a remis la question palestinienne au cœur des négociations. Un mois après le 7 octobre, les voisins d'Israël condamnent ces agissements dans la bande de Gaza. Mais ils ne s'entendent ni sur des sanctions, ni sur un soutien militaire. Tous semblent pris au piège de leurs intérêts particuliers. Pourtant, une chose est sûre, la région ne pourra être pacifiée sans solution à ce conflit.